Salut tout le monde, on va regarder ensemble la section 2.1 sur l'optique géométrique. C'est une section d'introduction au chapitre numéro 2 où est-ce qu'on va surtout définir des termes de vocabulaire qu'on va utiliser pour le reste de la section. Fait que ça va être très léger en termes d'équations. On commence ensemble. On commence par définir quelques termes. Premièrement, j'ai un objet ponctuel. Un objet ponctuel, c'est un objet qui est infiniment petit, qui est concentré en un seul point, qui va émettre de la lumière dans toutes les directions, partout alentour de lui. Ici, j'ai une lentille. Dans ce cas-ci, c'est une lentille convergente. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Mon objet ponctuel émet de la lumière dans toutes les directions. Ici, j'ai tracé 3 rayons de lumière émis par mon objet. J'en aurait une infinité, j'en ai tracé juste 3. Ça, c'est des rayons qui sont divergents. Fait que les objets ils émettent de la lumière dans toutes les directions. Ces rayons-là sont tous en train de s'éloigner les uns des autres, donc ils sont divergents. Ensuite, les rayons vont rentrer dans la lentille. Dans ce cas-ci, ça adonne que les rayons à l'intérieur de la lentille vont être parallèles. Ça dépend de la position de l'objet, comme la force de la lentille, la distance focale de la lentille, peu importe, dans ce cas-ci, les rayons sont parallèles. Ensuite, à la sortie de la lentille, dans ce cas-ci, ça adonne que les rayons vont être convergents. Donc les rayons sont en train de s'approcher les uns des autres. À l'endroit où est-ce que les rayons se croisent, c'est à cet endroit que l'image de mon objet va être formée. Fait que l'image de l'objet est formée par la déviation de la lumière par un certain déviateur de lumière. Dans ce cas-ci, c'est la lentille. Donc j'ai mon objet, il émet de la lumière est déviée, puis l'endroit où est-ce que la lumière déviée se croise, c'est à cet endroit que se forme une image. Quand c'est les vrais rayons de lumière qui se croisent pour former une image, on va dire que c'est une image qui est réelle, formée par le croisement de vrais rayons de lumière. Après s'être croisés, si les rayons ne sont pas interceptés par un écran ou quelque chose comme ça, ben les rayons vont redevenir divergents. Des rayons ne peuvent pas être convergents pour toujours. À un moment donné, des rayons convergents vont se croiser, ensuite vont redevenir divergents. Dans le prochain scénario, juste pour définir encore des choses, j'ai un miroir. Un miroir, ça réfléchit la lumière. On ne va pas vraiment faire d'exercice où des miroirs sont impliqués, mais c'est quand même pour montrer un cas où se produit une image virtuelle. Fait qu'ici, il va y avoir des rayons qui vont être divergents, ils vont être comme réfléchis par le miroir, puis ensuite vont être divergents. Ces rayons divergents-là vont donc jamais se croiser à un endroit pour former une image. Mais si je veux savoir où est-ce que l'image créée par le miroir va se former, il va falloir que je fasse le prolongement de ces rayons de lumière divergents. Fait que les rayons qui ont été déviés sont maintenant divergents, ils ne vont jamais se croiser pour former une image réelle, mais leur prolongement va se croiser pour former ce qu'on appelle une image virtuelle, obtenue par le croisement de prolongement imaginaire de rayons. Vous savez comment ça fonctionne un miroir, vous êtes déjà regardé dans un miroir, notre image semble apparaître de l'autre côté du miroir, genre derrière le miroir. Vous savez très bien qu'il n'y a pas vraiment de lumière qui s'est ramassée derrière le miroir. Donc c'est une image qu'on appelle virtuelle, prolongement de faisceau lumineux. Ici, j'ai un objet qui n'est pas un objet ponctuel, c'est un objet, disons, étendu. Donc l'objet a une certaine hauteur. On va souvent représenter nos objets par des flèches. La flèche elle a un début, elle a une fin. On va essayer de trouver l'image du début et de la fin de notre objet pour avoir notre image finale. Donc j'ai des rayons qui sont projetés à partir du haut et du bas de ma flèche, comme si le haut et le bas de ma flèche étaient comme deux petits objets ponctuels. Ces rayons-là vont être réfléchis par ici, j'ai un miroir courbé. C'est pas un sujet que nous on va traiter dans. Ici, ma lumière est réfléchie par un miroir courbé. Puis finalement, ça crée une image pour ma flèche. Mon objet initial avait une certaine hauteur que j'appelle YO. C'est pas Y0, c'est plus YO pour dire la hauteur de l'objet. Puis mon image a une hauteur YI, la hauteur de l'image. Je vais définir un terme G minuscule qu'on appelle ça le grandissement. Le grandissement, c'est tout simplement la hauteur de l'image divisée par la hauteur de l'objet. C'est une quantité qui n'a pas d'unité parce que je suis en train de diviser deux hauteurs. Donc ça ne change rien si je mets mes deux hauteurs en mètres ou en centimètres. Les unités vont se simplifier de toute façon. Le grandissement, c'est juste un facteur. Si le grandissement est plus grand que 0, on dit que l'image va être droite parce que quand mon image est inversée, par exemple dans ce cas-ci, mon YI, la hauteur de l'image, va être négatif parce que ça a été renversé, l'image a la tête par en bas. Donc les hauteurs peuvent être négatives dans ce contexte-ci. Un G positif veut dire que l'image est dans le même sens que l'objet. Un G négatif veut dire que l'image a été inversée par rapport à la position de l'objet. Un grandissement en valeur absolue qui est plus grand que 1 veut dire que globalement l'image a été agrandie. La valeur absolue est là pour dire que même si mon grandissement était de par exemple moins 2,
Ben, -2, ça veut dire inversé, mais 2 fois plus grande. Il faut vraiment juste regarder la valeur du chiffre pour dire si c'est plus grand ou plus petit. Si en valeur absolue, on est plus petit que1, on a une image rapetissée. Si en valeur absolue, on est égal à 1, ben, la taille de l'image n'a simplement pas changé du tout. Si je veux dire les 3 caractéristiques de mon image ici, je veux dire que j'ai une image qui est réelle parce qu'elle est obtenue par le croisement de vrais rayons de lumière. Donc j'ai vraiment des rayons de lumière que j'ai représentés en rouge et en bleu qui se croisent pour former mon image. J'ai une image qui est agrandie parce que ben là, j'ai pas mis de chiffres, mais je suis capable de voir que la taille totale de mon image est plus grande que celle de mon objet. J'ai une image qui est inversée parce qu'on voit qu'elle a la tête par en bas. Maintenant, on va définir la taille angulaire. La taille angulaire est pertinente parce que c'est vraiment ça qui vient nous dire est-ce que je suis en train de voir un objet gros ou est-ce que je suis en train de le voir petit. Vous avez peut-être déjà remarqué que les objets plus loin nous semblent plus petits, puis que les objets plus proches nous semblent plus gros. C'est à cause de la taille angulaire. La taille angulaire, ça nous dit comme combien de degrés d'angle est-ce qu'un objet couvre dans notre champ de vision. Fait que même si j'ai un objet qui est petit, mais s'il est en plein dans ma face, ça va couvrir un super gros angle, une grande taille angulaire. Donc voici un œil et un objet que l'œil est en train de regarder. La taille angulaire, je la définis comme ça. C'est vraiment, je pars de l'œil, puis je vais jusqu'au bas de mon objet. Ici, Frodon, il va jusqu'à la taille seulement. Puis je fais une autre ligne qui va jusqu'au haut de mon objet. C'est ça que j'appelle la taille angulaire, que je représente par la lettre grecque alpha. C'est la convention. Je pourrais aussi dessiner mon œil puis mon objet comme ça. Dans le fond, je pourrais centrer mon objet sur mon œil puis avoir une ligne qui va vers le haut, une ligne qui va vers le bas. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment utiliser juste le scénario d'en haut. J'ai mis Mario content. Et on n'utilisera jamais le scénario d'en bas. Je voulais pas genre changer la main de Mario, fait que je l'ai tout changé de côté. On va utiliser la façon de le dessiner d'en haut. Pourquoi? Parce qu'en utilisant la façon de le dessiner d'en haut, on peut se tracer un magnifique triangle rectangle. Notre sorte préférée de triangle. On aime les triangles rectangles parce qu'on a nos belles identités trigonométriques et on n'aime pas toutes les autres sortes de triangles. Tain, au vidange. Fait que la seule raison pourquoi on utilise la formule du haut plutôt que le dessin du bas, c'est pour utiliser les propriétés de nos triangles rectangles. Techniquement, ça fait une minuscule différence laquelle de deux on utilise, mais c'est pas grave du tout. Bye bye les autres triangles. On a une formule qui nous donne l'angle en fonction de la hauteur et de la distance, puis c'est une formule pour les triangles rectangles, tangente de l'angle égale côté opposé divisé par le côté adjacent, fait que Y serait la hauteur de notre objet ou notre image ou peu importe ce qu'on est en train de regarder, puis D ça va être à l'horizontale, la distance qui nous sépare de l'objet. Le grandissement angulaire, c'est une quantité qu'on peut définir, puis c'est égal, au lieu d'être la hauteur de l'image sur la hauteur de l'objet, c'est la taille angulaire de l'image sur la taille angulaire de l'objet. Le grossissement angulaire est très important, par exemple, quand on parle de microscope. Le but d'un microscope, c'est qu'un objet nous apparaisse plus grand, donc que sa taille angulaire soit plus grande. Fait que le grossissement angulaire, c'est super pratique pour parler des propriétés d'un microscope ou d'un télescope, de choses qui veulent nous faire apparaître les objets comme étant plus gros. Si on parle de, par contre, lunettes pour corriger la vue, le but de porter des lunettes, c'est pas de voir les choses plus grosses ou plus petites, c'est juste de les voir nettes. Donc le grossissement angulaire associé à des lunettes devrait être de 1. Parce qu'on veut pas que ça soit ni plus gros ni plus petit, on veut pas non plus que ça soit inversé. Donc, grossissement angulaire de 1 pour des lunettes qui ont pour but de corriger la vue. Il nous reste à regarder un petit exemple ensemble, on va le faire dans la même vidéo. Donc, le seul exemple que je vais vous faire, c'est calculer la taille angulaire du Soleil et de la Lune vue de la Terre. Donc, vous avez les données dans le séguin, à la fin, là, vous avez la distance Terre-Lune, Terre-Soleil, puis vous avez aussi la grandeur du Soleil et de la Lune. Fait que calculer la taille angulaire du Soleil et de la Lune. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et revenir voir la solution. Ok, j'assume que vous avez fait pause et que vous avez essayé le problème par vous-même. Je vous présente la solution. Les deux techniques de calcul sont identiques. Donc, on commence avec la Lune. Pour la Lune, j'ai écrit la hauteur de la Lune. Dans le cahier, on donnait le rayon de la Lune. J'ai fait un habile x2 pour avoir le diamètre. Donc, voici le diamètre de la Lune, quelques millions de mètres, et la distance entre la Terre et la Lune, 10 à la 8 mètres. Quand je calcule l'angle, je fais juste arctane de opposé sur hypoténuse. Et quand je fais mon calcul, je l'ai trouvé en degrés, 0.5192 degrés. C'est la taille angulaire de la Lune vue de la Terre. Pour le Soleil, même principe, mais j'utilise la taille du Soleil et la distance avec le Soleil. Je fais mon arctane et j'obtiens une taille angulaire de
moins 51,45 degrés. Donc, pour savoir lequel des deux nous apparaît comme étant le plus grand, bien, on remarque que la taille angulaire de la Lune est légèrement plus grande que la taille angulaire du Soleil, même si les deux sont très comparables. Si je calcule le pourcentage d'écart entre les deux, bien, le pourcentage d'écart entre les deux, c'est moins que 1%. Donc, les deux tailles angulaires sont très semblables. On sait que les deux tailles angulaires sont très semblables parce qu'on a déjà observé le phénomène d'avoir une éclipse. Dans ce cas-ci, on a la Lune qui passe devant le Soleil, puis on voit que la taille de la Lune, telle que vue par nous, semble vraiment bien correspondre avec la taille du Soleil, puis le cacher à perfection. C'est vraiment une coïncidence. Ça donne que les diamètres de notre plus gros satellite et de l'étoile autour de laquelle on orbite, comparés avec leurs rayons respectifs, fait en sorte que leurs tailles angulaires sont extrêmement semblables. On est chanceux, on a droit à des belles éclipses. C'est tout pour la section 2.1, on voulait juste définir du vocabulaire et définir aussi la notion de grandissement et de grandissement angulaire. Merci!